Tenu une photo en épicerie. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Il n'y avait pas de prix. Il a ordonné à ses adjoints au PMO d'aller dans l'épicerie pour enlever tous les prix afin de cacher aux yeux des Canadiens combien ça coûte faire l'épicerie après un an. Parce qu'il a doublé l'inflation alimentaire, c'est le plus élevé dans le G7. Ces taxes et déficits inflationnistes sont un coût caché dans le coût de nourriture. Au lieu de cacher les coûts, pourquoi pas les réduire? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, évidemment, c'est ça le nouvel esprit de coopération ici dans la Chambre. Hier, c'était un exemple de coopération. Une réunion avec un Premier ministre de la province d'Ontario, pour collaborer pour le secteur d'automobile, pour collaborer afin de construire des maisons abordables. Je peux faire une introduction pour le membre opposé du Premier ministre de l'Ontario. L'honorable chef de l'opposition. L'illusion. Il fait des réunions au lieu d'avoir des résultats. C'est ça. On a besoin des résultats. Il a promis que la nourriture allait être plus abordable. Mais un an plus tard, l'inflation alimentaire a doublé. C'est le double qu'aux États-Unis. C'est la pire inflation alimentaire parmi le G7. Et hier, il a essayé de cacher ça en enlevant les prix. Si les prix sont si épouvantables qu'il voulait les cacher des Canadiens, est-ce que son bilan est aussi si terrible? C'est ça. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, pendant les derniers mois, le gouvernement a fait beaucoup. Nous essayons de rendre le programme alimentaire scolaire permanent. Il faut avoir des votes opposés. Deuxièmement, nous avons réduit les impôts pour 22 millions Canadiens. Hier, nous avons introduit un nouveau bénéfice qui va augmenter les montants pour une famille de 4 personnes à 1 800 $ par année. Voilà. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, hier, le Premier ministre a participé à une séance de photos devant une épicerie, mais il ne manquait qu'une seule chose, les étiquettes de prix. En fait, il avait demandé à son personnel de se présenter à l'épicerie à l'avance pour retirer les étiquettes de prix. Nous avons vérifié aujourd'hui, elles ont été replacées sur les aliments. Et en fait, le prix des aliments croît plus vite au Canada que dans n'importe quel autre pays du G7, 2 fois plus vite qu'aux États-Unis, plus vite que lorsqu'il a pris le pouvoir. Les coûts qui sont imposés ne disparaîtront pas parce qu'on retire les étiquettes de prix. Qu'en est-il? Le très honorable Premier ministre, hier, avant que je ne partage un repas avec le Premier ministre de l'Ontario, j'ai eu l'occasion de lui parler. J'aimerais présenter à mon honorable collègue le Premier ministre de l'Ontario et parler de coopération pour ce qui est du meilleur secteur de l'automobile au monde, par exemple, coopération pour faire monter les salaires, coopération sur un grand nombre de sujets. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, si les Canadiens pouvaient manger autant que le Premier ministre participe à des séances photos, personne n'aurait faim. Il participe à toutes sortes d'activités protocolaires, mais il n'y a pas de résultat. Sa promesse était de rendre les aliments abordables, mais ça n'a pas été le cas. Depuis sa prise de pouvoir, le prix des aliments a considérablement augmenté. Il y a les taxes sur le carbone qui font en sorte qu'il y a des taxes pour l'équipement des agriculteurs. Alors, pourquoi ne pas éliminer les coûts plutôt que se débarrasser des étiquettes de prix? Le très honorable Premier ministre, voici une mesure que nous ne cachons pas. 140 000 emplois
créées depuis les derniers mois et les salaires augmentent plus vite que le taux d'inflation. Nous avons coupé les impôts pour des millions de Canadiens. Nous avons mis en place un programme d'alimentation scolaire pour de nombreux enfants. Nous avons annoncé une prestation pour 12 millions de Canadiens, pas plus tard qu'hier. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, les Canadiens ne s'en sont jamais aussi bien sortis. Alors pourquoi y a-t-il 2 millions de Canadiens qui font la file devant les banques alimentaires? Nous avons travaillé en collaboration pour lui donner des pouvoirs exceptionnels pour qu'il fasse avancer les choses. Mais à la place, il participe à des séances de photographie, à des cérémonies de signature. Il annonce des projets qui avaient déjà été approuvés il y a fort longtemps. Et son bureau des projets, qui est en fait une mesure bureaucratique, n'a approuvé aucun projet. Alors pourquoi ne s'écarte-t-il pas du chemin et n'adopte-t-il pas la loi sur la souveraineté économique du Canada dès aujourd'hui? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, pour faire avancer ce pays, il faut collaborer avec les provinces et territoires. Le grand territoire du Nunavut en est un et je souhaite la bienvenue au Premier ministre du Nunavut. Et nous allons favoriser la souveraineté dans l'Arctique et rendre le Canada encore plus fort. En fait, vous vouliez dire que le premier ministre du Nunavut était dans la région et pas à la Chambre. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, bien sûr, nous aimons le premier ministre du Nunavut, mais tout ce que fait le premier ministre, c'est participer à des réunions, des cérémonies de signature, mais il n'y a jamais une seule pelletée de terre qui a lieu, pas un seul pipeline. Aucun nouveau projet n'a été approuvé. Et aucune mesure bureaucratique n'a été éliminée et on n'a retiré aucune disposition législative qui nuit au développement. Alors, je lui demande d'adopter la loi sur la souveraineté économique du Canada pour qu'on puisse faire bouger les choses. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le député d'en face a déjà pris la parole au sujet du protocole d'entente avec l'Alberta. Ce protocole d'entente n'est pas conforme avec la loi sur la souveraineté économique. Il y aura construction d'un pipeline, il y aura construction d'installations de capture du carbone. Monsieur le Président, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour 2026 ainsi qu'à tous les collègues. Je veux cependant exprimer des craintes très concrètes pour les entreprises québécoises et canadiennes et pour les emplois au Québec et au Canada. Vous savez, un discours en soi, ça ne génère pas d'argent et ça ne génère pas de job et ça ne protège pas de job. Or, je comprends qu'il n'y a pas de négociation avec les Américains en matière de commerce et pas davantage en matière de tarifs, alors que le président Trump suscite les pires des inquiétudes. Est-ce que le premier ministre nous garantit qu'il y a des négociations normales et cordiales avec Washington? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le monde a changé. Washington a changé. Il n'y a presque rien de normal maintenant aux États-Unis. C'est la vérité. Nous avons quand même des discussions continues avec les Américains. J'ai eu une conversation d'une trentaine de minutes avec le président des États-Unis hier soir, y compris les discussions commerciales avec lui. Le député de Belleuil-Chambly. Je comprends que les États-Unis ont changé et je n'en suis pas moins inquiet que le premier ministre. La diversification des marchés, on est pour, on le propose depuis 1 an. Cependant, on ne veut pas renoncer à ce que sont les valeurs québécoises qui, à certains égards, ressemblent, je l'espère, aux valeurs canadiennes. Et dans un avenir prévisible,
Dans un avenir prévisible, les États-Unis représenteront encore plus des 3/4 de notre commerce. Des emplois sont en jeu, des entreprises sont en jeu. Assure-t-il qu'en juillet 2026, une nouvelle entente commerciale sera établie? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ça c'est l'intention des États-Unis, le Mexique et le Canada. Les négociations formelles vont commencer dans quelques semaines. Le député de Belleuil-Chambly. Je comprends donc, et ça devrait être considéré comme très rassurant, qu'au-delà de certains éclats, peut-être pertinents à bien des égards, l'essentiel des emplois d'exportation québécois et canadiens dépendant des entreprises américaines, au moins autant que du président américain, il y a quelque chose de sérieux en cours, c'est ce que nous demandons. Si le premier ministre connaît mieux moins l'histoire du Québec qu'il connaît son économie, parce qu'en histoire, c'est moyen, tant qu'à avoir négocié une diversification avec la Chine, pourquoi ne pas avoir fait enlever les tarifs sur le port québécois? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement de la Chine a fait un engagement de réduire les tarifs sur le porc, sur le bœuf, sur d'autres aliments canadiens. Premier point. Deuxième point. L'accord avec la Chine réduit les tarifs pour le canola et dans l'ensemble, c'est un marché de plus de 7 milliards de dollars pour nos fermiers et nos agriculteurs. The honourable member for Thornhill. L'honorable député de Thornhill, le premier ministre dispose maintenant d'un vaste pouvoir pour approuver rapidement des projets, et ce, grâce à la législation que les députés de ce côté-ci de la Chambre ont contribué à faire adopter. Et malgré ce pouvoir, aucun progrès n'a été accompli. Pas de pipeline, pas de progrès en ce qui concerne la suppression des barrières commerciales au Canada. Quand est-ce que les actions commenceront? Quand est-ce qu'il y aura des pelletés de terre? Quand les chèques commenceront à augmenter pour les Canadiens? L'honorable ministre. Monsieur le Président, notre collègue sait très bien que ce gouvernement a été élu pour bâtir une économie canadienne plus résiliente, que ce gouvernement a été élu pour réaliser des projets d'envergure, et c'est exactement ce que le premier ministre et mes collègues ont fait. Peut-être qu'elle a raté l'annonce qui a été faite conjointement avec le premier ministre de l'Ontario au sujet de l'énergie nucléaire à Darlington. Et il y a par exemple des infrastructures comme Contrecœur. Il y a de bonnes nouvelles qui vont être annoncées au cours des prochaines semaines et je sais qu'elle s'en réjouira. L'honorable député de Thornhill, oui, nous voyons les annonces, mais nous ne voyons pas d'action. Et donc, il y a d'une part les paroles générales, mais très peu de détails. Le premier ministre dit qu'il veut de la construction et c'est très bien. Alors, nous avons fait le travail. Nous avons proposé un plan. Donc, éliminer les lois qui bloquent le développement, récompenser ceux qui investissent au Canada et favoriser l'innovation. Donc, on peut choisir de voter pour des mesures concrètes ou de voter pour de beaux discours sans action. Le leader en Chambre, nous avons eu un débat important sur la loi sur la souveraineté du Canada. Et en fait, ce débat s'est appelé à l'époque l'élection. Et donc, nous avons mis en place un plan pour solidifier l'économie du Canada qu'il s'agisse d'aluminium, d'acier ou d'autres. Nous avons travaillé de concert avec les partis concernés et nous attendons à plus d'énergie intellectuelle de l'autre côté. Nous allons continuer à bâtir ce pays et le rendre encore plus fort. L'honorable député de Kildonan-Saint-Paul. En fait, il y a de nombreux emplois manufacturiers qui ont été perdus ces derniers mois. Voilà la réalité pour de nombreuses familles sous le mandat de ce premier ministre. Nous avons appuyé le projet de loi C5 parce qu'on promettait de la croissance et malgré ces vastes pouvoirs, il n'y a eu aucun projet. Le Canada perd des investissements, les résultats de son innovation et la vie est moins abordable pour les familles canadiennes. Les conservateurs ont
fait une vraie proposition avec la loi sur la souveraineté canadienne afin de supprimer les obstacles au développement, notamment. Le gouvernement appuiera-t-il cette mesure? L'honorable ministre, nous serons toujours debout pour défendre nos champs. J'étais avec le premier ministre Ford. Nous avons annoncé ce que nous allons faire pour protéger les travailleurs du secteur de l'automobile. Et je rappelle à ma collègue avec qui j'ai une bonne relation que nous avons créé beaucoup d'emplois depuis septembre, 54 000 emplois, 57 000 emplois en octobre et 50 quelques mille emplois en novembre et d'autres emplois ont été créés en décembre et nous allons poursuivre sur cette voie. L'honorable député, les innovateurs et investisseurs ne prennent pas leurs décisions en fonction des discours du gouvernement, mais plutôt en fonction de la prévisibilité des incitatifs et de la volonté du pays de soutenir la croissance. À l'heure actuelle, on repousse les capitaux vers notre voisin du Sud, de même que les emplois. Et la vie est de plus en plus chère pour les Canadiens. Le gouvernement ne semble pas avoir de plan, appuiera-t-il notre loi sous la souveraineté canadienne afin de mettre fin à l'exode de l'innovation et des emplois vers les États-Unis? L'honorable ministre des Finances, bon, ma collègue était sans doute occupée pendant la période de Noël. Elle n'a peut-être pas constaté que le Canada a l'économie qui connaît la deuxième croissance en importance dans le G7. J'ai plus de bonnes nouvelles encore à communiquer, Monsieur le Président, parce que nous avons adopté une mesure qui va aider 12 millions de Canadiens à acheter des aliments, à combler leurs besoins essentiels. Donc, nous allons investir dans la sécurité alimentaire, nous allons investir dans notre pays et nous allons rendre le Canada encore plus solide, Monsieur le Président. L'honorable député d'Edmonton Northwest, le FMI estime que le Canada pourrait faire croître son PIB de 7 % en supprimant les barrières commerciales internes qui agissent comme des droits de douane. Il y a eu des séances photos, des discours et des visites dans l'épicière de la part du premier ministre, mais la réalité est que la vie coûte de plus en plus cher pour les Canadiens. Est-ce que le gouvernement va appuyer la loi sur la souveraineté du Canada qui fournit des mesures incitatives et qui supprime les mesures qui constituent un obstacle au développement? L'honorable ministre, Monsieur le Président, je suis ravie qu'on ait fait référence à ce rapport important produit par le Fonds monétaire international qui correspond exactement à ce que dit notre gouvernement depuis des mois. Donc, il s'agit de travailler avec les provinces pour supprimer les barrières commerciales et c'est l'une des choses les plus importantes que l'on peut faire pour faire croître l'économie. Alors, je remercie tous les partis qui ont appuyé la loi qui consiste à supprimer tous les obstacles fédéraux en matière de commerce au Canada. Et nous allons en faire davantage pour faire croître notre économie. L'honorable député de Prince George, nous avons voté pour le projet de loi C5 pour ce que des projets puissent être approuvés rapidement. Mais rien n'a changé. J'étais à Yellowknife récemment et les mines de diamants constituaient une part importante du PIB. Pourtant, il y a de ces mines qui vont fermer et des emplois ont été perdus. Mais notre loi sur la souveraineté va éliminer les obstacles et récompenser les provinces, les territoires, les entreprises, les travailleurs qui favorisent l'investissement au Canada. Lorsque nous exportons et que nous bâtissons davantage, la vie devient plus abordable. Allez-vous appuyer cette mesure? Réponse. Le Canada a l'un des secteurs les plus dynamiques, les secteurs miniers les plus dynamiques au monde et un des centres financiers les plus importants au monde à ce chapitre. Et il y a la mine Crawford, il y a des projets de GNL, il y a des projets de minéraux critiques, des projets miniers dans tout le pays. Il y a le nickel et d'autres minéraux qui créent des emplois et tous feront partie de notre plan économique à l'avenir. L'honorable député de Bow River. Le Canada était auparavant une nation de bâtisseurs. Nous étions autonomes. Le gouvernement va-t-il enfin agir en ce sens? Nous avons travaillé avec le gouvernement actuel pour
faire adopter le projet de loi C5 qui confère de vastes pouvoirs au gouvernement. Mais en fait, il n'y a pas eu de mesures concrètes. C'est pourquoi les conservateurs ont déposé la loi sur la souveraineté canadienne pour récompenser les provinces, les territoires, les entreprises, les travailleurs qui favorisent l'investissement. Le gouvernement nous appuiera-t-il? L'honorable secrétaire d'État, nous sommes fiers d'appuyer nos bâtisseurs, nous sommes fiers d'appuyer nos gens de métier, les charpentiers, les travailleurs de l'acier. Nous construisons des infrastructures, nous construisons des projets d'envergure. Nous utilisions l'acier canadien, le bois canadien en consultation avec les peuples autochtones. Nous élargissons nos relations commerciales. Nous bâtissons l'économie la plus solide du G7. Quand les conservateurs se rallieront-ils à nous? Monsieur le Président, encore un fiasco informatique au gouvernement. Cette fois, ce sont les aînés qui en sont victimes et qui peinent à recevoir leur pension de vieillesse depuis la mise en œuvre du nouveau logiciel Curam. Il y a des retraités qui attendent depuis plusieurs mois, en fait depuis mai. Ça fait donc 9 mois sans prestation. D'autres aînés qui ont reçu des chèques en trop et qui, même quand ils ne les encaissent pas, vont quand même avoir des impacts sur le montant de leurs futures prestations. Qu'est-ce que la ministre fait pour enfin régler ce fiasco? Bravo! Bravo! The Honourable Minister of Jobs and Families. Tous les gens dans ce pays méritent de recevoir leurs prestations à temps et sans erreur. Notre ministère travaille étroitement avec des gens de tout ce pays pour s'assurer que si il y a des problèmes et que les gens ne reçoivent pas leurs prestations, nous allons régler ces problèmes aussi rapidement que possible. Nous poursuivons ce travail pour nous assurer que les prestations sont envoyées rapidement et correctement. Monsieur le Président, c'est le fiasco phénix des aînés. Et le pire, c'est que le fédéral a été alerté dans un rapport du syndicat de la fonction publique dès le mois de juin. Ça fait depuis juin que le fédéral sait qu'il est incapable de verser convenablement les pensions de vieillesse. Et encore aujourd'hui, absolument rien n'est réglé. Combien de temps les retraités vont-ils encore devoir attendre avant que les libéraux prennent ce problème au sérieux? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, permettez-moi de faire preuve d'un peu de sceptisme quant à la montée de la députée. Les erreurs de logiciel, ça arrive. Ici, on a un logiciel très réussi qui a pu mettre à jour un logiciel très usé des années 70, qui fait en sorte maintenant que les aînés puissent s'auto-servir en ligne et au téléphone, qui permet des paiements encore plus rapides. S'il y a des enjeux, on va les régler, mais... L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Monsieur le Président, ça va faire bientôt 1 an que ce premier ministre est en poste et malgré toute sa belle rhétorique, de plus en plus de Québécois ont peu d'argent pour payer leur loyer. En fait, au Québec, 20 des Québécois ont avoué avoir été capables de payer à temps leur loyer pendant au moins 1 mois. Au centre du Québec, dans ma région, c'est presque 30 À Montréal, c'est un locataire sur 4. Le premier ministre avait promis de faire les choses à une vitesse jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Peut-il dire pourquoi les seules choses qui vont vite, c'est les hausses de loyer puis d'épicerie? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, je sais que c'est mardi, mais on a encore des bonnes nouvelles parce que je pense que mon collègue a mal écouté hier, Monsieur le Président. On a annoncé une annonce historique avec le premier ministre du Canada, Monsieur le Président, l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Monsieur le Président, c'est 12 millions de Canadiens et Canadiennes, des gens dans son comté que je connais qui vont pouvoir recevoir plus d'argent dans leur poche pour faire face au coût de la vie, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, on est convaincu qu'en bâtissant des communautés fortes, on va bâtir un Canada fort ensemble. L'honorable député de Mégantic-l'Érable-Lotbinière. Monsieur le Président, permettez-moi de rigoler un peu parce que c'est ce même ministre des Finances qui, en 2023, disait, je le cite, « Champagne says that these 5 new measures will stabilize food price soon. » On peut pas, vous savez, l'honorable député, on ne doit pas utiliser le nom propre. Alors, continue, le député peut continuer.
I was talking about the champagne price. Je parlais du prix du champagne. Monsieur le Président, ce ministre qui avait dit que les prix allaient se stabiliser, pourquoi est-ce qu'il a caché aux gens que pour lui, stabiliser les prix, ça voulait dire de plus en plus cher tout le temps, jusqu'à être le double de ce que c'est aux États-Unis, l'inflation alimentaire la plus dispendieuse du G7? Monsieur le Président, pourquoi quand ces gens-là parlent, ça se traduit jamais en actions concrètes pour les citoyens? Honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, mon collègue, au lieu d'essayer de trouver des citations, il devrait regarder la télévision, Monsieur le Président, parce que hier, il aurait vu qu'avec le premier ministre du Canada, on a annoncé l'allocation canadienne justement pour faire face. Je sais que pour mon collègue, ça peut sembler inodin, mais 1 890 $, ça fait la différence pour bien des familles au pays, Monsieur le Président. C'est une mesure sérieuse pour un moment sérieux dans l'histoire du pays, Monsieur le Président. Et je sais que mes collègues peuvent parler pendant cette question-là, mais je sais que les gens qui regardent à la maison savent que les gens de ce côté-ci de la Chambre seront toujours là pour les aider dans les moments difficiles. L'honorable député de Montmorency, Charlevoix. Monsieur le Président, les plus récentes données démontrent qu'un locataire québécois sur 5 a de la difficulté à payer son loyer, une réalité qui frappe de plein fouet les couples en âge de travailler et d'élever une famille. En région, les municipalités essaient de faire leur part. À Baie-Saint-Paul, la Ville a réduit certaines taxes afin d'aider à limiter les hausses de loyer. À la Malbaie, on a freiné les dépenses municipales pour protéger la capacité de payer des citoyens. Est-ce que le gouvernement libéral peut enfin reconnaître que ces politiques des 10 dernières années ont nui au pouvoir d'achat, ont alimenté l'inflation, et est-ce qu'ils auraient la sagesse de travailler avec les conservateurs pour mettre en place un vrai plan pour rendre la vie plus abordable? L'honorable secrétaire d'État à la Nature. Monsieur le Président, on ne peut pas être en contrôle de tous les prix et de tous les détails, puis on est conscient qu'il y a des défis importants pour les citoyens. Mais je vais citer le maire de Québec qui dit « L'important dans des situations difficiles, c'est de redonner le choix aux citoyens. » Puis en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est de redonner du pouvoir d'achat pour qu'ils puissent faire des choix. Ça, là, ça va toucher 12 millions de Canadiens. Ça va redonner à des couples 1 890 $ cette année et 1 400 pour les 4 prochaines, puis à des individus 950 et 700 pour les prochaines années. Ça, c'est redonner le choix, c'est redonner du pouvoir aux Canadiens. C'est ça. L'honorable député de Montmorency, Charlevoix. Monsieur le Président, en 2026, une famille de 4 va devoir payer jusqu'à 17 500 $ par année pour se nourrir, soit 1 000 $ de plus que l'an passé. Et ça touche tout le monde. Mais après avoir provoqué cette inflation par leur propre politique, les libéraux se sentent mal et ils annoncent hier des chèques d'excuses pour certaines familles afin de leur redonner un peu d'argent pour payer leur épicerie déjà trop chère. Quand est-ce que le gouvernement libéral va reconnaître l'échec de ces politiques inflationnistes et enfin travailler avec les conservateurs pour faire baisser le coût de la vie? Il est plus que temps de donner de l'air aux Québécois et aux Canadiens. L'honorable ministre des Services aux Autochtones. Monsieur le Président, notre gouvernement a passé des nouvelles mesures d'abordabilité. Des familles dans ma circonscription vont voir directement l'impact, comme le papa qui va payer le lunch pour son fils qui va aller jouer au tournoi, les patins, de l'aide pour la famille, des choses qui touchent la vie, la réalité de les Québécois chaque journée. Même dans ma famille, comme mon oncle, comme mon cousin, qui va aller à la chasse pour la nourriture traditionnelle, avec ça, avec de l'aide dans sa poche pour assurer mieux qualité de vie. Merci. L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. Nos aînés ont bâti notre pays, ont payé des taxes, des impôts toute leur vie. Et certains doivent attendre jusqu'à 8 mois avant de recevoir leur argent de pension de sécurité de la vieillesse. C'est inacceptable. Des données manquantes, incohérentes sur les 7,4 millions d'aînés qui ont vu leur dossier migrer dans un nouveau logiciel informatique. Depuis 2015, 100 000 nouveaux fonctionnaires de plus qui ont été ajoutés et ça ne fonctionne pas. Les fonctionnaires disent que la formation est inadéquate depuis la mise en place du logiciel. Faire de la politique, Monsieur le Président, c'est avoir du courage. Qui, dans le gouvernement libéral, va avoir le courage de se lever et régler le problème de nos aînés? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, évidemment, on regrette si un aîné a connu un inconvénient avec son chèque et le député devrait parler au gouvernement et on va tâcher de régler le problème. Mais là, ça va suffire.
On a transformé un système informatique. C'est un travail colossal. On a remplacé un logiciel Vétus des années 70 avec un nouveau logiciel qui permet aux citoyens et citoyennes d'autogérer leur compte, de s'inscrire pour la sécurité de la vieillesse. Ça va faire, Monsieur le Président, pour ce qui est des campagnes de peur de la part de l'opposition. L'honorable député de Markham Unionville. Monsieur le Président, actuellement, je siège dans un autre parti, mais ma priorité reste toujours la même, à savoir défendre mes électeurs et veiller aussi à ce que leurs préoccupations soient prises en compte. L'automne dernier, j'ai organisé une assemblée publique à Markham Unionville et ce que j'ai entendu clairement et à plusieurs reprises, c'est que les gens se préoccupaient des vols de voitures et des cambriolages. Ils s'inquiétaient des répercussions de ces crimes sur la sécurité des familles et des quartiers. Monsieur le Président, le ministre peut-il nous expliquer comment le nouveau gouvernement canadien renforce la sécurité publique? Intervention inaudible. L'honorable secrétaire d'État à la lutte contre la criminalité. Je voudrais souhaiter la bienvenue à notre collègue aux soins des banquettes libérales. Il est là pour faire une vraie différence dans la vie de ses électeurs. Au sommet en 2024, nous avons annoncé une série de mesures pour lutter contre la criminalité. Nous avons lancé plusieurs mesures qui ont permis de faire baisser le nombre de vols de voitures au Canada. Mais en plus de cela, nous avons présenté aussi une réforme du système d'établissement de la peine et des libérations sous caution. Les gens coupables de vols de voitures ou de cambriolage devront faire face à des peines à la hauteur de la gravité de leurs crimes. Le député de New-Tecumseh-Gillenbury. Monsieur le Président, la semaine dernière, le Premier ministre était à Davos, dans une salle remplie de milliardaires et de l'élite mondiale. Il a donné une leçon au monde entier. Recommencer. Bon, je reprends là où je me suis arrêtée, Monsieur le Président. Alors, il faisait la leçon au monde entier sur l'honnêteté, la réalité des choses. Eh bien, voici une mise au point pour lui. La réalité, le Canada, désormais, est en tête du G7 en matière d'inflation alimentaire. Les familles ici au Canada doivent payer plus pour leur épicerie à cause des politiques libérales qui taxent le carburant, les engrais et la production alimentaire. Si le Premier ministre dit que l'honnêteté est importante, va-t-il admettre aujourd'hui que ces politiques à lui font grimper le prix des aliments? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Eh bien, écoutez, la première chose, Monsieur le Président, que je dirais, c'est que je sais qu'il faut reconnaître que le député ait souligné le discours fantastique du Premier ministre. Je sais que les Canadiennes et les Canadiens ont été rassurés que le chef de l'opposition dise que jamais, jamais lui ou ses ministres iraient à Davos ou au Forum économique. Ils ne voudraient pas y croiser le président des États-Unis ou le président ukrainien ou les autres investisseurs qui investissent au Canada. Très bien. Le député de New-Tecumseh-Gillenbury. Monsieur le Président, les Canadiens n'auraient pas besoin d'un remboursement si les libéraux n'avaient pas fait augmenter le prix des aliments en premier lieu.
Tant que les libéraux vont continuer d'imposer leurs taxes carbone industrielles et leurs taxes sur les normes de carburant imposées à la production alimentaire, les prix vont continuer d'augmenter. Les conservateurs sont prêts à accélérer l'adoption de projets de loi qui vont inverser la tendance d'inflation alimentaire la plus élevée du G7. Le gouvernement va-t-il se joindre à nous pour présenter des mesures qui vont rendre les aliments à nouveau abordables? Ou les libéraux vont-ils juste continuer à faire grimper le prix des aliments? Le secrétaire d'État aux institutions financières. Monsieur le Président, malgré les propos des conservateurs, nous voulons rendre la vie plus abordable. Nous avons sabré les impôts de 22 millions de Canadiens. Nous avons éliminé la taxe carbone à la consommation. Et hier, le Premier ministre a annoncé l'allocation pour l'épicerie et les besoins essentiels, près de 1 900 $ dans la poche des familles canadiennes. Il est temps de mettre fin à l'obstruction. Bâtissons le Canada. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Tobique-Mactaquac. Monsieur le Président, la sécurité alimentaire, c'est la Sécurité nationale. Statistique Canada est venue confirmer que l'inflation alimentaire avait atteint 6,2 %, le taux le plus élevé du G7. Et maintenant, ça coûte 17 600 $ pour nourrir une famille de 4 personnes, 1 000 $ de plus que l'année dernière. Et le prix des aliments augmente 2 fois plus vite qu'aux États-Unis. Les Canadiens savent pourquoi. La taxe sur le carbone industriel et la taxe sur l'emballage et sur les normes, tout cela a fait augmenter le coût du matériel agricole, des engrais et du transport. Il faut agir et éliminer les formalités administratives pour les agriculteurs. Le secrétaire parlementaire, Monsieur le Président, le député a voté contre toutes les mesures qui visaient à rendre la vie plus abordable. Hier, le Premier ministre a annoncé l'allocation canadienne pour l'épicerie et les produits essentiels. Près de 1 900 $ seront versés aux familles de travailleurs. Le député et son parti devraient arrêter l'obstruction, devraient nous appuyer et bâtir le Canada avec nous. Merci, Monsieur le Président. Le député de Tobique-Mactaquac. Monsieur le Président, les gens dans ma circonscription et partout ailleurs en ont assez que les libéraux prennent de l'argent dans la poche de gauche pour leur en remettre dans la poche de droite. 2,2 millions de visites aux banques alimentaires chaque mois. Les prix des aliments ont augmenté 2 fois. La taxe sur les normes de carburant a ajouté 7 sous au litre de carburant. Donc, je demande, est-ce que le gouvernement va agir pour éliminer ces taxes, augmenter la concurrence dans le secteur alimentaire et soutenir les producteurs? Ou le gouvernement va-t-il continuer à imposer aux Canadiens les prix les plus élevés pour ce qui est des aliments dans tout le G7? Monsieur le Président, Banque alimentaire Canada accueille d'un bon œil la création de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les produits essentiels. Il dit que c'est une mesure importante pour faire face à la crise du coût de la vie. En face, les conservateurs s'opposent au vrai progrès. Mais nous voulons aider les Canadiens. 12 millions de Canadiens vont bénéficier de cette nouvelle mesure. Près de 1 900 $ seront versés à une famille de 4 personnes. Ça va aider les mères à acheter à manger. Ça va les aider à acheter des produits essentiels. C'est un vrai progrès, un vrai changement. La députée de Hastings, Lennox et Addington, Ayandenaga. Monsieur le Président, Statistique Canada a confirmé ce que les Canadiens ressentent tous les jours, à savoir que la vie est plus chère. C'est un fait. Le Canada est actuellement en tête du G7 pour l'inflation alimentaire. Le prix des aliments au Canada augmente 2 fois plus vite ici qu'au Canada. Et près de 2,2 millions de Canadiens et Canadiennes vont aux banques alimentaires chaque mois. Monsieur le Président, l'augmentation du prix des aliments frappe les Canadiens de plein fouet. Les conservateurs vont appuyer une loi qui va réduire les formalités administratives pour les agriculteurs pour que eux puissent se développer. La question, c'est de savoir est-ce que le gouvernement va présenter une telle mesure? La ministre, pour un parti qui aime parler du coût de la vie, qui parle d'aider les familles depuis des mois, eh bien, c'est dommage qu'il lutte contre nos mesures. Les Canadiens les regardent, notamment dans la circonscription de la députée, regardent les conservateurs s'opposer à tout ce que nous proposons. Le centre de ma circonscription a dit que, en tant qu'organisme communautaire, ils avaient hâte d'offrir la prévisibilité à un moment donné où les Canadiens ont du mal à s'acheter des produits essentiels. Et c'est avec des organismes comme celui-ci que je viens de citer que nous établissons des partenariats pour aider les Canadiens. La députée de Hastings, Lennox, Addington et Tyendinaga. Monsieur le Président, les taxes
comme la taxe carbone industrielle et la taxe sur les normes de carburant, contribuent directement à la hausse du coût des aliments. Ça a un impact direct et négatif sur la capacité de nos agriculteurs à cultiver, à produire et à transporter à un coût abordable les aliments dont nous avons besoin pour survivre. Supprimer ces deux taxes, ça va aider les familles à acheter des produits alimentaires et les agriculteurs à les produire. Le gouvernement va-t-il présenter un projet de loi pour éliminer la taxe industrielle, pour éliminer la taxe sur les normes de carburant et pour réduire la formalité administrative pour les agriculteurs? Oui ou non? La ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, en fait, une étude a été faite sur les retombées de la taxe carbone industrielle sur le prix des aliments. Le résultat, c'est que ça représentait 0% d'impact. Donc, si on veut parler de vraies choses, parlons plutôt de la façon dont nous allons aider les agriculteurs et de la façon dont les producteurs de canola sont pour la réglementation de carburant propre. Nous sommes là pour aider nos agriculteurs et nos producteurs agricoles, pour aider les Canadiens et j'espère qu'en face, ils seront là pour appuyer notre nouvelle prestation pour l'épicerie et les produits essentiels parce que ça va aider 12 millions de Canadiens dans toutes nos collectivités. Le député d'Algonquin, Renfrew Pembroke. Monsieur le Président, les libéraux semblent déterminés à maintenir la taxe carbone industrielle, même s'ils savent que ça rend les aliments plus chers. Notre taxe carbone fait augmenter aussi le prix du pétrole de 7 sous le litre et 10 sous bientôt. Ça fait augmenter le prix des aliments. Le gouvernement va-t-il éliminer la taxe carbone cachée pour que les gens aient les moyens de se nourrir? L'honorable secrétaire d'État aux aînés. Les aînés à faible revenu d'Esquimalt-Sandwich-Souk ont demandé au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre le prix grandissant des aliments. Nous allons remettre 950 $ à des personnes seules pour les aider à s'acheter de l'épicerie et des produits essentiels. Nous allons aussi mettre sur pied une stratégie nationale pour la sécurité alimentaire pour aider les aînés vulnérables à s'acheter à manger. Entre-temps, les conservateurs s'opposent à tout ce que nous proposons. Ils n'ont rien à proposer que de fausses nouvelles. La députée d'Algonquin, Renfrew Pembroke. Monsieur le Président, c'est bien d'avoir un chèque dans la poste, mais c'est de l'argent emprunté qu'il faudra rembourser avec des intérêts. La semaine dernière, on a appris que ce que les libéraux refusaient d'admettre, c'est que l'inflation alimentaire est réelle et qu'elle est la pire du G7. Les Canadiens ont du mal à se nourrir et un petit chèque par la poste va peut-être les aider pour la semaine, mais c'est tout. C'est de l'argent emprunté qu'il faudra rembourser avec les intérêts. Le gouvernement va-t-il enfin faire ce qu'il faut? Éliminer les taxes carbone cachées pour que les Canadiens aient vraiment l'aide dont ils ont besoin. L'honorable secrétaire d'État aux aînés. Monsieur le Président, nous contrôlons ce que nous pouvons et nous aidons les Canadiens là où ils sont. Nous avons augmenté le supplément de revenus garanti pour les aînés de plus de 65 ans. Nous avons indexé la sécurité du revenu et de la vieillesse en fonction de l'inflation. Nous sommes là pour les aider à faire face à l'augmentation du prix des aliments. Avec cette nouvelle allocation canadienne, près de 950 $ seront remis à des aînés vivant seuls et à faible revenu. Nous attaquons aussi aux causes en mettant sur pied la stratégie nationale de sécurité alimentaire pour aider les gens à s'acheter des aliments nutritifs. Que font les conservateurs? Ils essayent de nous empêcher de proposer les mesures dont les Canadiens ont besoin. Le député de Similkameen, Okanagan Sud, Kootenay-Ouest. Monsieur le Président, les Canadiens sont choqués par la facture à l'épicerie. C'est parce que le Canada connaît la pire inflation alimentaire de tout le G7. Les chèques de paie ne suivent pas le rythme, mais les libéraux imposent à nos agriculteurs des taxes sur le carburant et des formalités administratives. On a besoin de prendre des mesures pour rendre tout plus abordable. Les conservateurs sont prêts à accélérer l'adoption des projets de loi qui permettront d'inverser cette tendance d'inflation alimentaire la plus élevée au G7. Vont-ils présenter un projet de loi pour réduire les formalités administratives et réduire les taxes imposées aux agriculteurs? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, merci. Il y a une étude qui a été faite sur l'impact de la taxe carbone industrielle sur le prix des aliments. Les résultats de cette étude, c'est que ça n'a aucun impact sur le coût à l'épicerie. La principale cause, par contre, c'est le changement climatique. Il suffit de s'adresser à un agriculteur pour le savoir, Monsieur le Président. Je sais que les aliments coûtent trop cher aujourd'hui. C'est pourquoi nous proposons cette allocation canadienne pour l'épicerie et les produits essentiels. Les Canadiens à faible revenu vont recevoir cette aide 4 fois par an pour les aider à s'acheter à manger. Les conservateurs vont-ils nous appuyer ou vont-ils continuer d'appuyer plutôt les plus riches de ce monde?
Monsieur le Président, au Québec, les besoins en logement et en infrastructures sont particulièrement pressants. Notre gouvernement a agi en mettant en place des investissements ciblés afin d'accroître l'offre de logements abordables, de soutenir les municipalités dans leurs projets d'infrastructures essentielles dans leur collectivité. Le ministre du Logement et des Infrastructures peut-il informer la Chambre des mesures concrètes mises en œuvre au Québec et expliquer comment celles-ci améliorent l'abordabilité du logement et de la qualité des infrastructures pour les communautés québécoises? L'honorable ministre du Logement et des Infrastructures. Monsieur le Président, je remercie le député de Terrebonne pour sa question. Notre gouvernement et le Québec ont conclu un accord sur Maison Canada pour accélérer la construction de logements et assurer les priorités de Québec. Excellent. De plus, grâce à l'entente sur le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, près de 1 milliard de dollars serviront à moderniser les infrastructures nécessaires au développement des nouveaux logements à Québec. C'est temps de bâtir ensemble. Bravo! L'honorable député d'Edmonton Gateway. Monsieur le Président, les Canadiens ont peur dans leur quartier. L'extorsion sévit partout au Canada. En Colombie-Britannique, l'extorsion a augmenté de près de 500 %. Et pourtant, les libéraux continuent de fermer les yeux et d'ignorer cette crise à tel point qu'hier encore, le conseil municipal de Surrey a demandé à l'unanimité au gouvernement de prendre enfin des mesures. On en a assez des annonces et des réunions. Les Canadiens ont besoin de mesures concrètes. Pourquoi le gouvernement ferme les yeux et ne fait rien pour améliorer la sécurité des Canadiens? Quand les libéraux vont-ils instaurer des peines de prison obligatoires pour les extorqueurs, pour protéger les familles et les petites entreprises au Canada? Monsieur le Président, l'extorsion est un vrai problème au Canada. Le député a l'occasion de faire quelque chose. Nous sommes en train de débattre d'un projet de loi qui fera en sorte que les personnes accusées d'extorsion ne pourront pas être libérées sous caution facilement. Les peines qui sont proposées seraient plus longues et on donne aux forces de l'ordre de nouveaux outils. On demande à nos collègues de nous aider. Adoptons le nouveau projet de loi pour s'en prendre aux criminels. Ces mesures que nous proposons font face à l'obstruction des conservateurs depuis des mois. Qu'ils appuient nos projets de loi pour mettre fin à l'extorsion au Canada. Le député de Windsor-West. Monsieur le Président, en tant qu'ancien policier, je sais reconnaître une crise quand j'en vois une. L'extorsion est hors de contrôle. Les entreprises, les familles sont menacées, même prises pour cible et rackettées chaque jour. Pourtant, les libéraux font comme si tout allait bien. Ils traînent les pieds, alors que certaines municipalités déclarent l'état d'urgence. Quand le gouvernement va-t-il mettre fin à ces politiques laxistes envers les criminels? Vont-ils abroger les lois C5 et C75 qui permettent aux criminels d'être relâchés après leur arrestation? Enfin, qu'ils fassent quelque chose pour résoudre cette crise. Il faut s'adresser à la présidence. Le secrétaire d'État à la lutte contre la criminalité. Monsieur le Président, au Canada, nous avons la peine d'emprisonnement à vie pour l'extorsion et des peines minimales obligatoires lorsque l'extorsion est commise par des criminels organisés ou à l'aide d'une arme à feu. Nous prenons cette question très au sérieux, Monsieur le Président. C'est pourquoi j'ai sillonné le pays pour voir ce dont on avait besoin, où étaient les lacunes. Et Monsieur le Président, partout là où j'ai été, les agences et les policiers nous ont demandé d'avoir accès à plus d'outils. Mais les conservateurs ont fait de l'obstruction à chaque fois. Pourquoi s'oppose-t-il à ce qu'on attrape les auteurs d'extorsion? Le député de Brampton-West. Monsieur le Président, l'extorsion explose et terrorise les communautés partout au Canada, comme Brampton et Surrey. Les maisons, les entreprises sont menacées et prises pour cible. Les familles vivent dans la peur. Certains habitants ont même fui le pays avec leur famille parce qu'ils craignaient pour leur vie. Cette recrudescence ne doit pas devenir la nouvelle norme. Les Canadiens en font les frais. Les Canadiens méritent la sécurité, pas des excuses que leur servent les libéraux. Quand les libéraux vont-ils prendre de vraies mesures pour mettre fin à l'extorsion? Vont-ils lutter contre le crime organisé et assurer la sécurité des Canadiens? L'honorable ministre des Affaires des anciens combattants. La montée de l'extorsion, des menaces, des fusillades et de l'intimidation en Ontario et dans le Lower Mainland est très préoccupante. Je sais
que ça sème la peur dans nos communautés. Notre gouvernement propose d'élargir les pouvoirs des forces de l'ordre pour qu'ils aient des outils pour lutter contre l'extorsion et les réseaux de crime organisé. À Surrey, les gens ont mis de côté la partisanerie pour agir urgemment et je demande aux députés d'en face d'arrêter de faire de l'obstruction, de travailler avec nous pour adopter des solutions pratiques. Nos collectivités ont besoin de se sentir en sécurité. Honorable député de Milton Est, Halton Hills Sud. Monsieur le Président, hier, le Premier ministre et ministre des Finances ont fait une annonce historique. On parlait des mesures prises par notre gouvernement pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Les habitants de ma circonscription de Milton Est, Hilton Hills Sud sont pour le renforcement et la diversification de l'économie, mais ils savent qu'il faudra aussi faire des investissements à long terme et aussi une aide immédiate. Ils veulent savoir ce que fait notre gouvernement pour rendre la vie plus abordable. Ils veulent savoir s'ils peuvent compter aussi sur tous les députés qui mettraient de côté la partisanerie pour rendre la vie plus abordable pour tous les Canadiens. Merci. Je remercie ma collègue pour cette excellente question. En fait, hier, c'était une journée historique. Nous avons annoncé l'aide apportée aux Canadiens. Les conservateurs s'en réjouissent. Je le vois, ils vont même le mettre dans le courrier qu'ils envoient dans leur circonscription. Ils vont annoncer aux Canadiens que désormais, une famille de 4 personnes pourra recevoir 1 890 $ de plus pour faire face à la situation. Les conservateurs savent au plus profond de leur cœur que c'est quelque chose de positif. Ils vont le mettre dans leur courrier. Ensemble, bâtissons un Canada plus fort. Monsieur le Président, pour bien commencer l'année, j'aimerais closer mon budget du Parti de Noël conservateur. Mais le député de Markham me doit toujours 100 piastres, Monsieur le Président. Le député sait que pour qu'une question soit jugée pertinente, on ne peut faire référence à un autre député, seulement aux affaires du gouvernement. Alors, on va lui donner une deuxième chance parce que c'est un nouveau député. Merci, Monsieur le Président. Après 10 ans de gestion libérale chaotique et inflationniste, le coût des logements a plus que doublé au Canada. Vous avez bien compris, le coût des logements a doublé. En Beauce, une famille sur 5 n'arrive même plus à payer son loyer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les libéraux vont arrêter quand d'alimenter l'inflation, travailler avec nous et enfin, livrons un budget, un vrai plan d'abordabilité. Merci. Oui. L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, il y a encore des bonnes nouvelles. Je sens que mes amis conservateurs en ont besoin. J'ai des bonnes nouvelles pour lui. Pour les agriculteurs de la Beauce, Monsieur le Président, il pourra dire que dans l'énoncé d'hier, on va avoir des mesures structurelles. Il va être content de savoir que j'ai parlé au président de l'UPA pour leur demander comment on pouvait augmenter la sécurité alimentaire au Canada, Monsieur le Président. On va travailler avec nos agriculteurs, on va travailler avec nos fermiers, on va travailler avec les distributeurs, Monsieur le Président. On va s'assurer de la sécurité alimentaire au pays et ça va lui donner des bonnes nouvelles pour ces gens en Beauce, Monsieur le Président. L'honorable député de Vancouver-Kingsway. Monsieur le Président, les néo-démocrates viennent juste de rentrer de Rankin Inlet, où on a pu constater les difficultés auxquelles les Canadiens du Nord sont confrontés. On a entendu des récits, 12, 15, voire 17 personnes qui vivaient dans une maison de 2 chambres. Des gens qui sont sur des listes d'attente pendant des décennies pour obtenir un logement. Des prix alimentaires exorbitants, 15 $ pour des oignons ou 28 $ pour du jus d'orange. Il n'y a pas d'hôpital, pas assez d'emplois et l'Internet n'est pas fiable. Les gens sont confrontés à des problèmes semblables dans les communautés partout au Canada. Quand le gouvernement va-t-il prendre de vraies mesures pour remédier à tout cela? Honorable ministre des Affaires du Nord et Nordique. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens qui vivent partout au pays vont bénéficier de notre nouvelle allocation pour l'épicerie et les produits essentiels. Ça comprend les gens dans le Nord et dans l'Arctique. Une famille de 4 personnes va recevoir 1 890 $ cette année. C'est important dans le Nord. Ça, c'est en plus de l'augmentation dans la prestation pour enfants, l'allocation pour enfants, la prestation fiscale, le programme alimentaire dans les écoles, les garderies à 10 $ la journée. Bref, nous prenons des mesures pour réduire le coût de la vie dans le Nord. Nous allons continuer de travailler avec les habitants dans le Nord pour y arriver. La députée de Nunavut. Les habitants du Nunavut veulent des garanties de la part du gouvernement.
Ils méritent de savoir comment ils vont être impliqués dans la sécurité de l'Arctique. Ils méritent d'être protégés et de participer aussi à leur propre sécurité. Les Inuits ont l'expertise, les connaissances et les compétences nécessaires pour y parvenir. Le gouvernement fédéral crée trop d'obstacles, par exemple en n'investissant pas assez dans le logement ou dans l'alimentation des familles, les maintient dans la pauvreté. Les libéraux vont-ils investir dans les gens dans l'Arctique pour que les Inuits, eux aussi, puissent assurer la sécurité de l'Arctique? Honorable ministre de la Sécurité nationale, Monsieur le Président, nous travaillons ensemble avec nos collègues dans l'Arctique. J'ai rencontré le Premier ministre du Nunavut ce matin. Nous avons discuté d'une approche à adopter pour investir dans notre capacité pour nous défendre. Les besoins opérationnels seront importants, mais aussi les investissements diversifiés. Nous sommes en train de peaufiner les détails. J'apprécierai les suggestions de notre collègue pour nous aider à bien faire les choses. Je souhaite attirer l'attention des députés sur la présence dans la tribune de l'honorable Bloise Thompson, première ministre de l'île du Prince-Édouard. Je souhaite également attirer l'attention des députés sur la présence dans la tribune de l'honorable John Mayne, premier ministre du Nunavut. Il est